Donc, du coup, moi, je vais changer de registre. Donc, je vais vous parler de la possibilité d'utiliser le traitement Perros dans les endocardites infectieuses. Alors, tout d'abord, quelques petits mots d'introduction. Donc, il y a de nombreuses recommandations pour le traitement antibiotique par voie intraveineuse initiale dans le cadre des endocardites infectieuses. Ces recommandations préconisent 4 à 6 semaines de traitement antibiotique par voie intraveineuse. Et une étude menée par notre équipe avait montré que l'adhésion à ces recommandations, elle était de l'ordre de 58%. En revanche, lorsqu'on utilisait un protocole local simplifié, la compliance était de l'ordre de 100%. Et ce qui avait été montré, c'est que l'adhésion diminuait avec la gravité de l'endocardite infectieuse et notamment dans le cas des endocardites à hémoculture négative. Donc il manque de recommandations sur la possibilité d'utiliser un relais de la voie IV à la voie orale. Et en fait, dans les recommandations de 2015, donc, il y a uniquement les recours pour le staphylocoque doré. Alors, le relais Perros, dans quel but? Bon, d'une part, pour réduire les effets secondaires du traitement liés à l'utilisation de la voie intraveineuse. Ceci permettrait également de raccourcir la durée de séjour hospitalier, de permettre un traitement ambulatoire. Et les données actuelles dans la littérature sur l'antibiothérapie orale et l'antibiothérapie orale partielle sont rares. En fait, il y a de nombreuses études observationnelles. J'ai trouvé 4 études randomisées. Et donc, je vais vous les présenter et ensuite faire une petite synthèse sur les différentes données de la littérature. Alors, tout d'abord, des données observationnelles dans le cas des endocardites à staphylocoque. Alors, il y a des vieilles études, donc de 48 et 77, où l'échantillonnage est très faible. Donc, un patient avec une endocardite à staphylocoque aureus avec un traitement Perros utilisé par des sulfamides pendant 10 à 14 jours avec un suivi à 2 ans d'une guérison. Il y a une autre série de 77 avec 11 endocardites du cœur droit et du corps gauche, 3 patients traités par de la PNIM par voie Perros. Et il y a une étude française, niçoise, où ils avaient étudié une étude rétrospective de 66 patients, dans lequel ils avaient eu un relais Perros dans 29% des cas, et 12 endocardites à staphylocoque, où étaient utilisés soit en monothérapie les fluoroquinolones ou le linezolide, et en bithérapie avec la rifampicine ou la clindamycine. Et ils avaient montré une non-infériorité de la voie Perros dans cette étude. Ensuite, en Espagne, il y a une étude un peu plus récente, donc sur 14 patients qui avaient été traités à la fois par de la vancomycine IV puis un relais linezolide. Et ils n'avaient montré aucune rechute chez ces patients, mais il faut noter que l'ensemble de ces patients avaient eu une prise en charge chirurgicale. Et enfin, donc l'étude que je ne présente pas, qui avait été faite donc, chez nous en 2013, 31 patients traités par le Bactrim et la dalacine avec un relais à 7 jours, avec une diminution de la mortalité des endocardites infectieuses à Staph aureus. Il y a une seule étude randomisée qui est assez ancienne, qui date de 1996, dans laquelle ils avaient traité des endocardites du cœur droit. Et les antibiotiques utilisés étaient donc le Ciflox et la rifampicine, et ils avaient un taux de guérison qui était donc acceptable et donc pas d'infériorité de la voie Perros par rapport à la voie IV. J'ai trouvé une seule étude randomisée qui est en cours en France actuellement, qui se fait au CHU de Tours. Donc ils proposent d'utiliser le traitement IV pendant au moins 10 jours qui suit les recommandations actuelles de 2015 et ensuite de faire un relais Perros par de la lévofloxacine et de la rifampicine. Dans le cas des endocardites à streptocoque et entérocoque, il y a de nombreuses études observationnelles, donc avec un échantillon assez faible, entre 12 et 13 patients, où dans la plupart des cas, les taux de guérison étaient acceptables. Alors plusieurs études utilisaient directement le traitement d'emblée Perros avec de l'amoxicilline pendant 6 semaines. D'autres proposaient en fait une antibiothérapie IV initiale et ensuite un relais Perros par du linezolide ou par de l'amoxicilline. Dans certaines vieilles études, ils utilisaient le probénécide qui est un médicament pour l'urée et qui n'est plus commercialisé actuellement en France, mais qui permettait d'augmenter la biodisponibilité de l'amoxicilline Perros. Et puis donc ces 2 vieilles études sur lesquelles je passerai, puisqu'en fait ils avaient des taux de réussite qui étaient faibles, ils avaient utilisé des cyclines Perros, mais ces études n'étaient pas contributives. Et la dernière étude que je vous avais présentée tout à l'heure des Niçois, avec 7 endocardites à streptocoque, et eux ils utilisaient donc de l'amoxicilline
ou en monothérapie ou en bithérapie avec de la rifampicine avec une non-infériorité du relais Péros. Une seule étude aussi randomisée avec 30 patients avec un bras ceftriaxone seul pendant 4 semaines et ceftriaxone puis amoxicilline Péros, 1 gramme 4 fois par jour, et avec un suivi à 6 mois pour ces 30 patients et 100% de guérison. La même équipe à Tours a proposé également un essai randomisé avec le traitement antibiotique pendant au moins 10 jours avec, donc, en suivant les recommandations pour les streptocoques et des entérocoques, et l'amoxicilline Péros. Alors ils utilisaient des doses 1,5 g 3 fois par jour ou 2 g 3 fois par jour si les patients pesaient plus de 70 kg. Alors, quelle est la place du traitement Péros dans les endocardites? Donc j'ai trouvé 3 études, donc 2 études danoises. La première, donc la plus ancienne, donc de 2013, où ils ont évalué de façon rétrospective leur prise en charge chez 12 patients avec un relais de la voie IV à la voie Péros précoce. Donc là, il y a 12 patients donc, avec différents micro-organismes et les molécules qui étaient utilisées par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment n'étaient pas différentes. Donc on avait des quinones, de la pénicilline, du linezolide avec essentiellement des bithérapies. Ils avaient montré que ce traitement pouvait être sûr et efficace. Ensuite, une étude un peu plus importante, donc c'est l'expérience donc de Jean-Luc Ménardi donc à Paris. Donc eux, ils ont étudié sur une cohorte de 13 ans, de 426 patients, 214 patients qui avaient utilisé la voie Péros versus 212 à la voie IV. En moyenne, ils avaient eu un relais Péros de 21 jours et ça pouvait aller entre 0 et 70 jours. Les molécules qui étaient utilisées, donc amoxicilline en monothérapie ou en association. Dans le streptocoque, il y avait donc de la rifampicine et des quinolones. En tout cas, il n'y avait pas de bactéries, mais ce que j'avais trouvé étonnant, c'est qu'ils utilisaient de l'amoxicilline pour le Staph aureus, enfin pour les staphylocoques, pardon, et dans les entérocoques, ils avaient donc de l'amoxicilline ou amoxicilline rifampicine. Dans leur analyse multivariée, il n'y avait pas d'augmentation de la mortalité dans le groupe Péros. Ils ont observé 11 rechutes, et en fait, il y en avait 2 dans le groupe traitement oral versus 9 dans le traitement IV, et c'était dans le groupe traitement oral un entérocoque fécalis et un staph coagulase négatif. Ensuite, l'étude dont je vais détailler un petit peu plus, du New England de 2019, donc étude multicentrique randomisée de non-infériorité, 400 patients atteints d'endocardite stable du cœur gauche. Les micro-organismes qui étaient impliqués dans l'endocardite sont ici, donc il y avait des streptocoques, entérocoques fécalis, staph aureus et des staph coagulase négatives. Ils avaient donc 190 patients pour lesquels la voie IV était utilisée versus 201 dans la voie Péros, et les patients avaient au moins pendant 10 jours la voie IV. Par contre, ce qui est important, c'est que les critères en fait, pour passer à la voie IV étaient les suivants. Donc, le patient devait avoir donc, plus de 10 jours de traitement par voie IV. Il devait être stable, apyrétique, avec une CRP donc, contrôlée, pas d'hyperleucocytose. À l'échographie, il ne devait pas y avoir de critères de gravité, pas d'indication chirurgicale, pas d'abcès. Et bien sûr, le patient ne devait pas souffrir de syndrome de malabsorption, où ils avaient exclu également les patients obèses. Et bien sûr, ils attendaient les résultats de l'antibiogramme pour pouvoir adapter le traitement. Alors les résultats, donc là je vous ai mis les molécules qui étaient utilisées, mais elles ne diffèrent pas de celles que je vous avais présentées précédemment. Et là aussi, ils utilisaient donc de l'ampicilline sur le Staph aureus. Quels sont les critères qu'ils ont étudiés pour l'évolution? Donc, ils ont étudié toutes les causes de mortalité, les chirurgies non programmées, les événements emboliques et la persistante d'hémoculture positive. Et donc, ils avaient, sur ces critères de non-infériorité, donc 24 patients, soit 12% dans le groupe IV versus 9%. Et donc, pour eux, c'était des critères de non-infériorité dans l'utilisation de la voie Péros par rapport à la voie IV. Et donc les effets secondaires qui étaient présents étaient comparables dans les 2 groupes. Alors si on fait un petit point sur le traitement Péros dans la littérature, donc il y a de nombreuses études observationnelles avec des petits échantillons, des analyses rétrospectives sur un seul centre. Il n'y a que 2 études randomisées qui sont assez anciennes, de 96 et 91, mais les échantillons étaient faibles, entre 60 et 30 patients. Le taux de guérison était acceptable. Et il y a 2 études qui sont plus intéressantes, une randomisée
le New England de 2019 et une observationnelle de 2016, où ils avaient montré donc, la non-infériorité du traitement Perros. Et donc j'ai éliminé les études peu contributives sur les macrolides et les cyclines. Donc l'analyse des données de la littérature suggère que cette stratégie peut être sûre et efficace. Alors les molécules, quelles molécules utiliser? Donc dans ce qui avait été, il y a de nombreux case reports et de nombreuses études sur le linezolide, seul ou en association, les fluoroquinolones, la rifampicine, l'acide fusidique en association et les bêta-lactamines orales qui étaient utilisées, notamment la plus utilisée, l'amoxicilline. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour notre protocole? Donc, concernant les Staph aureus, on a déjà un protocole Perros, donc on ne va pas proposer de traitement Perros. De la même façon dans les Bartonella. En revanche, on pourrait proposer avec des critères de relais Perros après un traitement initial chez des patients stables, donc j'ai repris les mêmes critères que l'étude du New England, un patient apyrétique avec des hémocultures stériles, un bilan biologique contrôlé, des critères échographiques avec absence de critères de gravité pour pouvoir, que le patient puisse avoir un suivi ambulatoire, avec une surveillance étroite, soit en hôpital 2 jours, soit en consultation 1 fois par semaine jusqu'à la fin du traitement, avec l'échographie et le bilan sanguin, et donc réaliser aussi des dosages antibiotiques pour l'observance du traitement et poursuivre notre suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois, 1 an après la fin du traitement antibiotique. Dans quel cadre? Dans les endocardites à streptocoque, à sec, entérobactéries, on fait donc Rocephin Ginta 4 semaines, Rocephin 15 jours de Ginta. Et au bout des 15 jours IV, on pourrait proposer, bien entendu, avec les résultats de l'antibiogramme, si l'amoxicilline est sensible, un relais par amoxicilline avec des doses à définir. Et dans les endocardites communautaires, pourquoi pas à 3 semaines, faire un relais par amoxicilline avec des doses à définir. Pour l'observance, alors j'ai vérifié, on peut doser l'amoxicilline. Il y a des dosages qui existent en pharmaco. Et dans certaines études, ils avaient proposé également de préparer des piluliers, de faire une hospitalisation à domicile pour que les médicaments soient distribués et s'assurer de l'observance du patient. Et après, en point d'interrogation, est-ce qu'on fait une association avec la rifampicine, la clindamycine ou la moxifloxacine, puisque ça avait été utilisé dans les endocardites, dans les précédents, dans les papiers, pardon. Voilà. Et du coup, actuellement, ce qu'on fait, c'est que quand on a terminé la gentamicine à J15, on passe à la voie sous-cutanée. Et donc, le patient peut bénéficier d'un traitement en ambulatoire. Mais du coup, je laisse la parole à un collègue qui va présenter le traitement sous-cutané.